Bonjour à tous, je suis Émilie du blog Parents Voyageurs. Chaque semaine, on va parler voyage en famille, mais aussi nous allons partir à la rencontre de certaines familles inspirantes. Alors installez-vous confortablement et bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour les parents voyageurs, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine sur le podcast, j'ai le plaisir d'accueillir Caroline du blog Voyage Family. Alors Caroline va nous partager ses astuces et ses conseils pour bien organiser son premier grand voyage en famille. Effectivement, Caroline est la mieux placée, je pense, pour aborder cette thématique puisque ça fait de nombreuses années qu'elle parcourt le globe avec ses 2 enfants. Donc j'espère que ces conseils vous aideront. Voilà, je vous souhaite une très très belle écoute. Bonjour Caroline, merci d'avoir répondu présente à mon interview, je te remercie. Est-ce que tu veux bien commencer par te présenter, même si on te connaît déjà très bien, mais te présenter ton blog, ta famille, ton parcours, tout ce que tu as envie de nous dire. Merci à toi de m'avoir invitée. Je suis ravie de faire partie de ton podcast. Je trouve ça très courageux de t'être lancée dans cette aventure, donc je suis contente d'en faire partie. Merci. Caroline, j'ai créé Voyage Family il y a 4 ans et demi maintenant pour inspirer les parents et puis leur donner confiance, leur donner envie de sauter le pas et de partir sur les routes avec leurs enfants, peu importe leur âge, que ce soit d'ailleurs en France ou partout dans le monde. Moi j'ai un parcours plutôt communication, je trouve toujours travailler dans la communication, plutôt sur des enjeux environnementaux. Mais en rentrant du Sri Lanka quand mes enfants avaient 2 et 5 ans, j'ai trouvé que cette expérience était tellement forte que j'ai vraiment eu envie de partager cette passion qu'on a depuis toujours avec mon mari et puis désormais avec nos enfants, de la partager avec les autres parents pour qu'ils aient la chance d'en faire autant avec les leurs. Ouais, donc vous étiez déjà des grands voyageurs avant d'avoir les enfants? On a toujours beaucoup voyagé. Après nos études, on a travaillé un petit peu pour se faire des sous et on était parti 6 mois en Asie du Sud-Est en sac à dos. Mon mari m'a demandé en mariage en Inde, dans les backwaters. C'est trop romantique. On est rentré, on s'est marié et puis on est reparti en voyage de noces avec les sous, je sais plus comment on appelle ça là, mais donc Oui, on a les sous du mariage. voilà, donc on a passé une grosse année à faire beaucoup de chouettes choses et puis ensuite on s'est mis un peu à travailler. Donc on a un petit peu moins voyagé, mais ça a toujours fait partie de notre vie, ouais. Et tes enfants, ils avaient quel âge quand vous avez fait votre premier voyage? Bon, on les a toujours trimballés un petit peu partout, hein, mais ce premier grand voyage au Sri Lanka, ils avaient donc 2 et 5 ans. C'est la première fois qu'on partait vraiment en dehors de l'Europe avec eux, en fait. Ouais, le vrai premier gros voyage. Voilà. Celui où, après avoir pris les billets d'avion, on s'est quand même demandé si on n'avait pas fait une bêtise. On a pris les billets d'avion en se disant que le voyage lointain, le dépaysement nous manquait vraiment. Donc on n'a pas trop réfléchi. On avait vraiment envie de le refaire, peu importe l'âge des enfants. C'était d'ailleurs mon besoin à moi vraiment de repartir. Et puis quand même, c'est vrai que quand on a eu pris les billets d'avion et que je me suis penchée sur les vaccins, sur le palu, sur les transports sur place, j'ai quand même eu un moment de panique à me dire que c'était peut-être pas la place d'un enfant. C'est d'ailleurs assez fou parce on connaissait très bien l'Inde justement, on connaissait donc pas vraiment le Sri Lanka, mais on connaissait bien toute la région. On avait l'impression d'aller quand même en territoire connu. Et c'est aussi ce qui a été le moteur de la création de ce blog, c'est que après coup, ça s'est tellement bien passé, c'était tellement génial que je suis revenue en me disant mais si même nous qui avions l'habitude d'être des grands voyageurs, on a eu au moment de sauter le pas plein de questions, plein de doutes, peut-être que les autres qui n'ont pas eu en plus cette chance de voyager avant les enfants, le moment où ils les ont, ils vont jamais oser y aller. Ouais, C'est vraiment dommage. Donc c'était vraiment finalement cette peur qui est survenue après l'achat de ces billets d'avion, ça a aussi été un moteur en fait, un des moteurs de la création de ce blog. fait pour surmonter cette peur au final? Donc comment j'ai fait pour surmonter cette peur? J'ai beaucoup préparé le voyage, peut-être beaucoup plus que ce que j'avais l'habitude de le faire avant. Avant quand on partait à deux, j'avoue que on prenait un billet d'avion, on prenait un guide dans le sac et on le lisait dans l'avion. Et du coup, pour ce voyage au Sri Lanka, j'ai vraiment tout préparé.
C'est-à-dire que on est parti 15 jours et pour les 15 jours, l'itinéraire qui était totalement établi et puis les hébergements qui avaient tous été réservés. Restait juste un peu le questionnement du transport sur place. On savait pas trop, mais sinon j'avais vraiment bien préparé. Ça a été un peu, voilà, ma manière de me rassurer, ça a été de plus préparer. Et d'ailleurs, je pense que c'est quand même une bonne solution. C'est quand même vraiment rassurant de, de bien préparer. Enfin, ça dépend des caractères, hein, mais si on se sent un petit peu stressé, de bien préparer son voyage, de tout organiser, c'est long, mais c'est rassurant. Et Oui, c'est ensuite, intéressant. petit à petit, quand on prend de l'expérience à voyager avec ses enfants, et puis en plus les enfants grandissant aussi, du coup, en même temps, on peut se permettre de revoyager un petit peu plus librement. Mm. Mais c'est, voilà, c'est rassurant. Mais est-ce que ta peur, elle était à quel niveau? Est-ce que tu avais peur au niveau de la santé? Est-ce que tu avais peur que ça se passe pas bien, qu'il y a un problème là-bas et que vous deviez rentrer? Enfin, comment tu pourrais qualifier cette peur? Moi, j'avais peur des accidents de la route en tuk-tuk. J'avais peur des maladies. J'avais pas peur que mes enfants ne sachent pas s'adapter ou qu'on galère. J'avais pas du tout peur du quotidien. J'avais vraiment peur de la maladie et de l'accident en fait. Ce qui est dans le fond une peur un peu réaliste. Mm. C'est-à-dire la même chose peut arriver largement ici. Et, disons qu'elles se sont cristallisées sur ces deux choses-là. Peut-être que pour d'autres personnes, ça va être les siestes, la nourriture, tout ça. Mais ça, c'est pas des sujets qui me stressent déjà en France. En fait, ça dépend aussi déjà des angoisses de chacun déjà au quotidien. Mm. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que souvent, la maladie, c'est vrai que ça fait peur. Et d'ailleurs, c'est étonnant d'avoir choisi cette destination pour une première. En fait, c'était vraiment un coup de tête. Alors moi, j'ai eu un gros coup de cœur pour l'Inde. C'est un pays que j'aime beaucoup. On a voyagé donc 6 mois en Asie du Sud-Est. On avait quand même l'impression que de retourner là où on avait passé du temps, on se sentait vraiment en territoire connu. Par exemple, on n'avait pas du tout fait l'Afrique à l'époque. J'aurais pas été en Afrique. Et on avait fait le Pérou et la Bolivie pendant nos 2 mois justement de voyage de noces. J'avais trouvé que c'était plus compliqué à voyager que l'Amérique latine. En tout cas, les deux pays qu'on avait fait à l'époque étaient plus difficiles à voyager que l'Asie. Voilà. Et puis en plus, si on ajoute à cela le fait que en juillet, août, il y a quand même assez peu de pays en Asie du Sud-Est où on peut voyager sans se prendre trop de pluie. Voilà, j'étais un peu aussi. J'avais à moitié regardé les problèmes de santé. J'avoue que j'avais pas trop fait gaffe, mais ceci dit, il n'y a pas non plus Enfin, c'est pas non plus un pays. C'est pas non plus un pays à risque. Non, faut se protéger des moustiques, mais comme dans enfin, comme Oui. tellement de pays dans le monde. Donc on a pris un antipalu. On avait, on s'est vacciné contre l'hépatite A. Et puis voilà. Au final, c'était simple. Au final, c'était simple. Non, non, au final, c'était simple. C'était, je sais pas, voilà, c'était pas forcément des peurs réalistes. Enfin, Et après le Sri Lanka, du coup, vous avez enchaîné sur quel pays? Alors, c'est une bonne question. L'année d'après, on a dû partir. Non, je crois que l'année d'après, on a fait une pause. On est parti faire du voilier en Croatie, parce qu'on a un copain qui est skipper. Donc voilà. Et ensuite, c'est plutôt encore l'année d'après, on a vraiment pris le pli de faire un joli voyage chaque année en fait. Donc on a fait Cuba, on a fait le Mexique. Qu'est-ce qu'on a fait? On a été à La Réunion, on a été en Colombie cette année. Mais on essaye de prendre 2 ou 3 semaines l'été pour partir un petit peu loin. Et donc chaque année, vous faites un beau voyage pendant les vacances scolaires, du coup, parce que Ouais. tes enfants, ils sont grands maintenant. Et ça te pose pas de problème, justement, de partir pendant les vacances scolaires? Est-ce que ça te bloque sur certaines destinations? Ah bah oui, c'est vrai que l'été, c'est vraiment pas. Finalement, il y a beaucoup de régions dans le monde où qui sont pas dans leur période favorable pour voyager. Voilà, faut en prendre son parti, se dire que de toute façon, nous, on ne peut pas partir à un autre moment que pendant les grandes vacances, parce que mon mari peut pas prendre des semaines de congé en dehors des grandes vacances, enfin de l'été en gros. Mm. Donc voilà, une fois qu'on s'est dit ça, on accepte de partir dans des pays où il y aura peut-être un peu de pluie, peut-être pas le temps idéal.
ce qui a été le cas d'ailleurs pour le Mexique, pour la Colombie et pour Cuba en fait. Hein. C'est 3 pays qu'il était. Enfin, il est probable qu'on se prenne un peu plus de pluie que si on y va à un autre moment. Mais voilà, après, on voyage pas non plus que pour les photos ou pour. Ça nous a jamais empêché de passer des moments géniaux en famille, ce qui est quand même aussi le moteur de ces voyages en famille. Hein. C'est de vivre des choses super tous les quatre, de voir le monde ensemble avec les mêmes yeux pendant 15 jours, de laisser son téléphone de côté et de vivre des choses chouettes. Donc, une fois qu'on se dit, bah, attends, on ne va pas non plus se tromper d'objectif, l'objectif c'est quand même d'aller à la rencontre des gens, de voir des choses chouettes. S'il y a un peu de pluie de temps en temps, il y aura un peu de pluie de temps en temps. Et finalement, on n'a jamais eu, enfin, ça n'a jamais été une catastrophe. Donc, moi, je reçois beaucoup de mails de parents qui me disent, ouais, mais on ne sait pas trop, il paraît que c'est pas la bonne période, qu'il fait un peu chaud, qu'il pleut un peu. Bah ouais, si vous pouvez y aller à une autre période, peut-être que allez-y, c'est sûr. Mais s'il n'y a pas d'autre période, à un moment donné, il faut se lancer. Et puis, c'est comme en France, hein, on peut très bien partir en France et puis finalement avoir une semaine de pluie quand on part. Ouais, effectivement, tu as raison. Je suis d'accord sur le fait de l'objectif principal, c'est avant tout de partir avec ses enfants et de partir à la découverte du pays, rencontrer les gens et finalement, quelle que soit la météo, c'est pas ça qui va faire que tu vas passer des belles vacances ou pas, quoi. Non, C'est après, par exemple, là, il y a une maman qui m'a envoyé un mail ce matin en me disant, il paraît que en avril, en Thaïlande, on va mourir de chaud. Bah oui, il fait chaud. Après, nous, par exemple, la chaleur, c'est pas un critère. C'est-à-dire que on réussit à bien s'adapter à la chaleur. Bon, voilà, s'il y a des gens qui supportent pas la chaleur, bien évidemment que, ben voilà, il fait plus de 40 degrés en avril en Thaïlande. Alors, moi, ça me dérangerait pas. Peut-être qu'il y en a que ça dérange. Il faut, ce que je disais, il faut du coup peut-être adapter son voyage et prendre au moins un jour sur deux un hébergement avec de la climatisation pour faire des siestes au moins au frais. Enfin, Oui, après, tu t'adaptes, effectivement, tu adaptes ton programme et tes hébergements en fonction de ça, quoi. voilà. En gros, je regarde sur des sites comme je tape quand partir le pays. Il y a plein de sites qui sont très bien faits et il y a des tableaux qui récapitulent mois par mois. Est-ce que c'est vert? Est-ce que donc du coup c'est favorable? Est-ce que c'est orange ou ce qui veut dire du coup que c'est OK? Est-ce que c'est rouge? Alors on va pas dans les pays rouges parce que là il y a beaucoup de pluie ou c'est vraiment dommage. Mais tous les pays orange, moi j'accepte de les faire quand même parce que encore une fois on a cette contrainte de timing où on peut pas partir quand on veut quoi. Oui, et Et puis Orange, après, c'est vrai, moi j'avais fait le Costa Rica et c'était pleine période des pluies. Et en fait, tous les jours, on s'est pris des averses de fou. Mais on a fait un voyage génial parce que c'est des averses qui durent 15 minutes. oui, Et au il faut final, essayer de comprendre ce que ça veut dire ça ne que gâche pas toute la journée. ouais. Et en l'occurrence, donc dans les Caraïbes, que ce soit dans le Yucatan, en Colombie là ou à Cuba, on a eu peut-être qu'on n'a pas eu aussi bleu que ce qu'on aurait eu à une autre période, mais on a eu peut-être un jour sur deux ou 3 semaines, on a chaque fois eu 1 ou 2 jours de pluie par séjour, ce qui est vraiment Oui, pas c'est beaucoup. peu. Mm. C'est vraiment peu. Et donc, du coup, quels seraient tes conseils pour des parents qui souhaiteraient partir, enfin faire un premier gros voyage avec leurs enfants? Alors bah notre pays bon l'Asie du Sud-Est je l'ai déjà dit mais je trouve que c'est quand même un endroit qui est extrêmement facile à voyager. Alors il y a bien évidemment la Thaïlande qui est voilà qui est c'est comme dans du beurre, c'est vraiment facile, la nourriture est excellente, ils sont hyper propres. Enfin tout est facile, les transports, tout est extrêmement facile. Mais il y a plein d'autres pays en Asie du Sud-Est qui sont tout aussi facile, c'est quand même globalement un pays, enfin une région simple. Je pense à la Malaisie, je pense même à l'Indonésie, au Vietnam, enfin aux Philippines aussi, certaines îles. Mais nous, bon, j'avoue que quand nos enfants étaient petits, notre gros coup de cœur, le Sri Lanka, hein, qui est un pays extrêmement facile, on peut voir à la fois des animaux, où les transports sont simples. Le pays est pas très grand, donc on n'a pas non plus des heures et des heures de route. Nous, on a adoré le Mexique, donc à la fois dans la partie du nord de Mexico, et Mexico qui est une ville vraiment super. Et puis le Yucatan, qui mélange
de nature, de belles plages, de culture avec ces temples mayas qui sont juste, c'est incroyable. C'est dingue. Ouais. Voilà, moi je dirais qu'il faut choisir un pays qui est pas forcément très grand, ou alors accepter dès le début de pas tout voir. Et ça serait un conseil que j'aurais vraiment à donner au-delà de tout, ce qui rejoint un peu d'ailleurs ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'il faut pas se tromper d'objectif. Et encore moins, je trouve, quand on part avec des enfants. Mais quand on part loin, on se dit qu'on n'y retournera pas forcément dans ce pays. On a envie de tout voir, de cocher toutes les boxes. Et en fait, bon, chacun, enfin, de toute façon, on voyage pour se faire plaisir, mais nous, on a remarqué que le rythme le plus agréable à vivre en famille, c'est de passer au minimum 3 nuits par endroit, donc 3 ou 4 nuits. C'est exactement le timing qu'on a eu cet été en Colombie. On a croisé plein de familles françaises qui faisaient 10 fois plus de trucs que nous. Et à chaque fois, j'étais frustrée. Je me disais, peut-être qu'on aurait dû faire plus. Ça me donne envie, tout ce qu'ils ont fait. Et en fait, on est rentré de ce voyage en Colombie. On était reposés, on s'est éclaté. On a eu le sentiment vraiment de vivre avec des gens, de vivre des vrais moments, de pas juste voir les choses, de les vivre. Et du coup, tout le monde y trouve son compte parce que les enfants ont le temps de se reposer, de jouer, de rencontrer d'autres enfants, peut-être de s'ennuyer un peu aussi parfois, ce qui est une très bonne chose. Et donc oui, on a vu peut-être la moitié de ce qu'on aurait eu envie de voir en Colombie, mais on a passé un voyage exceptionnel. Enfin, on a passé 3 semaines où tout le monde était reposé, on a vu des choses fantastiques, on a vécu des moments géniaux tous les 4. On a eu le temps de jouer, de faire des jeux, de parler au restaurant, d'aller dans des endroits où les touristes vont pas forcément, parce que c'est sûr, quand on passe une nuit par endroit, on n'a pas le temps on a le temps de rien en vrai. Aller dans un petit pays pour pas avoir trop de temps de transport et essayer de pas faire quoi qu'il arrive, même si on va dans un gros pays, et se dire dès le début, c'est pas grave, on fera pas tout. Voilà, ça c'est vraiment un conseil. Enfin, en fait, pour moi, il y a quasiment que ce conseil-là. Une fois qu'on a accepté ça, de pas tout voir, on passe des bons moments, parce que sinon, quand même, les moments où on est dans les transports avec les enfants, c'est agréable pour personne. Et puis même pour nous, on a tous une vie professionnelle bien remplie pendant l'année, on a besoin de se reposer, c'est quand même des vacances. Et si on passe 5 heures par jour dans les transports, c'est pas reposant et c'est agréable pour personne. Ouais, je suis d'accord avec toi de vraiment réussir à trouver le juste milieu entre vacances et road trip où tu pars vraiment, soit tu pars et que tu dis je pars 3 semaines et je veux voir un maximum de choses et on y va et tu sais que tu vas revenir crever, ou si effectivement c'est les seules vacances que tu as dans l'année, mais aussi c'est pareil quand on part l'été, aussi l'objectif c'est aussi de se reposer, donc tu as envie de visiter mais tu as aussi envie de dormir, etc. Et c'est pour ça que maintenant, on se surprend à faire toujours 3-4 jours en all inclusive dans un hôtel tout compris pour avoir 3 jours où tu fais que dormir. Tu mets les pieds sous la table et il n'y a rien de dingue, mais ça nous permet de recharger les batteries, quoi. Sans aller dans un all inclusive, nous, on a fait ça, enfin voilà, cet été-là, on l'a fait une fois, on s'est arrêté 4 ou 5 jours même au même endroit parce qu'on avait envie de poser nos valises. Juste on prenait le temps de vivre en fait comme les gens vivent là-bas. On n'a rien fait d'extraordinaire. On allait au marché, on allait se balader, on allait manger un bout, on allait prendre un goûter, enfin rien d'incroyable, mais on était quand même en Colombie avec les gens sur place, à se faire quand même une petite activité dans la journée, une petite visite. Et on se repose aussi. Et tes enfants, du coup, dans tout ça, ils en pensent quoi de ces voyages? Ils se rappellent de quoi? Je me rends pas bien compte de quoi ils se rappellent. Et je dirais que c'est pas que je m'en fiche, mais c'est pas ce qui est important pour moi. Je sais que tous les voyages qu'ils font depuis qu'ils sont tout petits, les structurent, les éduquent, leur donnent une ouverture, leur donnent le goût de la différence. Enfin, voilà, je sais que l'important, il est là.
Et puis je me rends bien compte, d'ailleurs, c'est des enfants qui globalement sont hyper simples à vivre. Je vois moi que ça façonne leur caractère, leur ouverture d'esprit, même je trouve que scolairement ils ont en géographie, enfin voilà, il y a plein de choses sur lesquelles je me rends compte que ça leur fait vraiment du bien. Après, est-ce qu'ils se souviennent vraiment de choses? Ouais, je te pose cette sais pas. question-là parce que Ah, c'est toujours des choses qui reviennent, tu sais, mais je voyage pas avec mes enfants parce qu'ils s'en souviendront pas. Et ça, cette réflexion-là, j'ai beaucoup de mal à l'entendre parce que tu voyages pas pour que les enfants aient des souvenirs. ouais, exactement. Tu vas vivre une expérience et voilà, et les enfants vont en tirer quelque chose, mais qui Du sera pas plaisir aussi. forcément, ouais, du Enfin, plaisir. plaisir à l'instant T, et puis plein d'autres choses quand même qui façonnent la personnalité. Moi, quand on est parti à 18 ans avec mon mari en Asie, je sais pas de quoi je me souviens. Oui, j'ai des images, oui, bien évidemment, il y a des moments qui me reviennent, mais c'était il y a un peu de temps. Oh non, c'était hier, Non, c'était c'était hier. hier. Alors, du coup, même hier, j'ai la mémoire qui flanche un peu. Voilà, mais c'est pas grave. Je sais que ce qui est sûr, c'est que ça a façonné plein de choses, parce que quand je suis rentrée de ces 6 mois d'Asie du Sud-Est, j'avais beau avoir fait le CELSA, enfin une école de communication qui veut me diriger vers des postes dans des grosses boîtes, voilà. Et je suis rentrée, je me suis dit que non, j'allais pas pouvoir travailler dans une grosse boîte à vendre des dentifrices. Voilà. Enfin, donc voilà, j'ai pas des images clairement je me souviens pas de tout ce qu'on a fait pendant ces 6 mois en Asie du Sud-Est. Ça m'a façonné, et je pense que mes enfants, de la même manière, ils se souviennent bien sûr des petites galères, des animaux, beaucoup. En fait, ils se souviennent aussi de ce qui les émeut. Sur le moment, mon fils, c'est un passionné de nature et d'animaux. Il se souvient tous les animaux qu'on a pu croiser sur notre route. Voilà, ma fille, peut-être sûrement moins. Par contre, elle va se souvenir d'autres choses. Mais ce qui est sûr, c'est que quoi qu'il arrive, euh, ils ont euh, ils ont une personnalité voilà, qui est marquée par tout ce qu'on a pu vivre. Mm. Ça, c'est sûr. Et ça, j'en suis vraiment heureuse. C'est pour ça qu'on voyage aussi, hein. Tu te découvres autrement, tu dépasses aussi un peu tes limites et je pense que, parce que toi, ils sont dans l'adolescence, Non, préadolescence, ah, non, tu vas pas. préado. Ah ben, Bah, ah. Enfin, ouais, peut-être. Ça me fait peur ce mot, mais oui, ils ont 8 et 11 ans, qui est en sixième, et Charlie qui est en CE2, qui a 8 ans. mais oui, au final, ils se dépassent, ils sortent un peu de leur zone de confort, ils se découvrent autrement. Je pense qu'ils prennent confiance aussi en faisant des activités un peu différentes de ce qu'on peut faire au quotidien. Et ce système de limite, enfin, t'as tout à fait raison. Et je pense que ça leur donne vachement confiance en eux. Il y a aussi plein de moments en voyage où il faut être patient, ou parce que soit on est dans les transports, soit parce que bah on peut pas manger, voilà, parce qu'il y a pas de restaurant, parce que le transport qu'on a pris a beaucoup plus d'heures de retard que prévu. Enfin, il y a plein de moments où il faut s'adapter en fait. Et Ouais. rien que le fait de devoir s'adapter à des environnements qui sont instables, qui sont pas organisés, ça, rien que ça leur donne confiance en eux, parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, ils sont capables de s'adapter, qu'ils sont pas morts de faim, qu'ils ont réussi à gérer leur faim, voilà, qu'ils ont réussi à gérer l'attente, qu'ils ont réussi à gérer leur faim, qu'ils ont réussi à pas avoir peur dans des situations où ils avaient, enfin, voilà, il y a plein de choses en voyage qui fait que ça les aide beaucoup dans la vie, dans leur vie quotidienne et dans leur vie d'adulte demain, quoi. Ouais. Est-ce que tu as des astuces pour faciliter l'organisation d'un voyage? Pour le premier voyage, tu conseilles de commencer par comment? Comment tu fais? Alors concrètement, il faut déjà, parce que c'est souvent le plus gros poste, prendre ses billets d'avion le plus tôt possible. Dans les 10 mois, enfin, bah, c'est toujours compliqué d'avoir le moment idéal, mais en gros, nous, on s'y prend toujours dans les 10 mois avant la date de départ. Alors, autant que possible, on essaye de prendre des vols avec pas forcément trop d'attente en escale. Aussi parce que il y a aussi plein de frais cachés.
finalement dans ce genre de plan parce qu'on consomme, parce que voilà, et qu'on arrive crevé et que du coup on perd aussi du temps. Enfin voilà. Donc bien évidemment c'est une histoire d'argent, hein, mais à quelques sous près, parfois il vaut mieux quand même accepter de faire un stop moins longtemps. Et en revanche les escales, moi je trouve ça très bien parce que ça coupe les voyages. Donc nous on vole jamais en direct parce que d'abord c'est beaucoup trop cher. Et puis je trouve que finalement les escales, quand elles sont pas trop longues, c'est pas une catastrophe. Ensuite, concrètement, une fois que j'ai les billets d'avion, je vais aller m'inspirer sur des blogs, Parents voyageurs, Voyage Family, pour essayer de voir un peu ce qui me fait envie, ce qui va correspondre à nos envies du moment. Et puis ensuite, je vais quand même acheter des guides pour relire. Voilà, je vais relire un guide en entier parce qu'il n'y aura pas forcément les mêmes choses et Oui, souvent c'est très complémentaire. Ouais, je trouve que voilà. Et puis en plus après ça s'emmène sur place, j'avoue que quand même je continue à beaucoup organiser les voyages qu'on fait depuis qu'on a les enfants parce que en fait on n'a pas beaucoup de temps, on a 15 jours ou 3 semaines. Cet été on avait 3 semaines, c'était super. Et mine de rien, ça va vite. Du coup, on perd beaucoup de temps à organiser sur place. Alors que quand on a organisé avant, moi, ça m'a pris énormément de temps d'organiser la Colombie. Mais sur place, j'ai lâché mon cerveau. J'avais une chemise où j'avais tout imprimé, c'est-à-dire les transports. Enfin voilà, tout était rangé dans l'ordre et j'enlevais les feuilles au fur et à mesure qu'on arrivait dans les étapes. Mon cerveau était plus du tout dans l'organisation. J'étais seulement dans le fait de profiter. Donc ça, c'est agréable. Après, je comprends tout à fait que voilà, on ne sait pas ce dont on aura envie au moment où on arrive, on ne sait pas si ça va nous plaire, si on aura envie de rester. Mais quoi qu'il arrive, je trouve que de toute façon, encore une fois, dans cette idée de ralentir quand on voyage, on peut. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, cet été en Colombie, d'arriver dans un endroit et de me dire, j'ai pas envie de ça, et puis je sais pas si je vais trop aimer, et puis là, on est collé pour 4 jours, quoi. Et puis, finalement, après la petite frustration du soir, je me rends compte que finalement, dans chaque endroit, il y a plein de choses voilà. Dans cet endroit-là, typiquement, moi, je fais beaucoup de yoga. J'ai trouvé des cours de yoga, donc j'en ai fait. J'ai rencontré du coup un prof exceptionnel que j'ai trouvé, ultra inspirant. C'était une jolie rencontre. Enfin voilà. Après, de toute façon, si on est posé, on trouve des choses à faire et souvent des jolies choses à faire. Moi, ça me dérange pas d'organiser en amont et je trouve que ça libère du cerveau quand même disponible sur place. Il y a un site qui s'appelle Rome to Rio qui permet d'évaluer le temps de transport. Alors c'est pas mathématique, hein, mais ça donne quand même un ordre d'idée. Et nous, on essaie vraiment de pas faire plus de 3 heures de transport alors on bouge que tous les 3 ou 4 jours et on fait pas plus de 3 heures de transport. Parce qu'en fait, on n'aime pas se lever trop tôt le matin en voyage et que du coup, si on part vers 10h30 ou 11h, qu'il y a 3 heures de route, que du coup, on s'arrête manger un sandwich quelque part, en fait, si on veut avoir le temps... T'as perdu ta journée, en fait. Ah ouais. Et si tu veux quand même avoir le temps de faire un petit truc sympa en arrivant vers 4h de l'autre côté, il faut pas qu'il y ait plus de 3 heures de route. Mais voilà, après, de toute façon, c'est aussi chacun, il y a peut-être des gens qui sont des lève-tôt, qui adorent se lever tôt, et donc voilà. Mais nous, dans notre rythme à nous, j'avoue qu'on limite un maximum le temps de transport parce qu'on se connaît, qu'on sait qu'on va pas aimer mettre le réveil pour partir tôt, quoi. Ça a toujours été le cas ou quand ils étaient plus petits, parce que quand ils sont plus petits, ils se lèvent plus tôt généralement. Donc, du coup, ça a évolué, vous voyagez comme ça maintenant avec le temps ou ça... Alors nous, mais encore une fois, c'est vraiment personnel. Alors moi, j'ai jamais été une lève-tôt, je suis plutôt une couche-tard. Donc même si mes enfants se levaient tôt, on leur a toujours appris soit à bouquiner, soit à faire d'autres choses en fait pendant que nous on continuait un peu à dormir. Et puis ensuite mon mari prenait le relais pour que j'ai le temps de continuer un peu à dormir et que je puisse ne pas être trop de mauvaise humeur pendant la journée. Donc voilà, non, on aime bien prendre le temps globalement le matin, de prendre un vrai petit-déj. Profiter d'être en vacances aussi. Voilà. De base. Et comment tu gères le décalage horaire?
toi et tes enfants? Alors, on essaye en fait, quand on part pas longtemps, on essaye de pas trop se décaler, c'est-à-dire que on va essayer de pas forcément se mettre à 100% au rythme local, donc de décaler d'une heure ou deux. Quand on part une semaine, c'est quand même plus pratique. Et j'ai entendu dire, mais non, on l'a jamais fait, que ça valait le coup aussi d'essayer de se décaler d'une heure ou deux avant de partir, depuis la France, en fait. Voilà. Après, cet été, donc il y avait par exemple 6 heures de décalage horaire pour la Colombie. On essaye de d'optimiser en fait déjà le sommeil dans le temps de transport, c'est-à-dire que par exemple, on savait que nous on arrivait le soir en Colombie. Donc globalement, il fallait pas dormir du tout de la journée alors qu'on arrivait, on est arrivé vers 20 heures alors que pour nous, du coup, il était déjà 2 heures du matin. Mais on a forcé les enfants, enfin les enfants ne sont pas forcés, mais disons ils ont pas dormi pendant le transport. Et du coup, on est arrivé vraiment fatigué. On s'est forcé à aller dîner un petit peu, manger une soupe, histoire de se coucher vers 10-11 heures, heure colombienne, même si c'était très tard pour nous. Du coup, on avait déjà, alors qu'on avait pris que l'avion, on avait déjà 24 heures de mise en route dans le décalage horaire. Donc, essayer accepter que les enfants dorment. Enfin, après, tout dépend de l'âge, hein, bien sûr, parce que c'est aussi du repos quand ils dorment, mais à l'âge qu'ont les nôtres, enfin les miens, en tout cas 8 et 10 à l'époque, enfin cet été, 8 et 11, se dire, c'est pas grave. Ils regardent jamais la télé, là, ils vont s'en prendre vraiment. Ils vont regarder des vidéos autant qu'ils en auront envie. Et puis comme ça, on gagne déjà une journée. Et puis il faut accepter que pendant les 3 jours d'après, que le programme soit pas aussi dense qu'on l'aurait souhaité. Peut-être. Oui, c'est ça, de se laisser quelques jours pour prendre le rythme et pas enchaîner tout de suite sur des visites ou un programme très chargé. Parce que je pense qu'après, sinon on accumule de la fatigue. Et pour que tout le monde soit de mauvaise humeur, enfants et parents, on gagne rien en fait. C'est clair. Et, enfin, donc voilà, et au retour, il faut surtout pas faire ce qu'on a fait au retour du Mexique en voulant optimiser au maximum les vacances. On est rentré la veille de la rentrée scolaire. En fait, non, 2 jours avant la rentrée scolaire. Donc la première nuit, on était fatigué du voyage, on a extrêmement bien dormi. Et puis le lendemain, la deuxième nuit, donc on était vraiment en plein décalage horaire. On n'a pas dormi de la nuit, on n'a absolument pas entendu aucun de nous quatre n'a entendu le réveil. Donc on a complètement raté la rentrée scolaire. Et ça, je le fais plus par exemple. Ça, cette année en Colombie, on est rentré une semaine avant la rentrée scolaire. C'est mieux. Ouais, ça laisse le temps aux enfants de se remettre dans le bain. Ouais, non, Et nous aussi. Et nous aussi. Non, 2 jours avant la rentrée scolaire, c'est pas du tout une bonne idée. Moi, je l'avais fait aussi. On était partis 3 semaines en Argentine et on était rentrés le dimanche. On avait fait le vol de nuit, je sais plus. Et en fait, le lundi matin, on reprenait tous les deux le boulot. Mais la semaine horrible qu'on a passée, mais on n'avait pas d'enfants à l'époque et on était relativement jeunes. C'était une catastrophe, quoi. Une catastrophe. Après, tu te remets peut-être plus vite, je sais pas, hein, mais ouais. Tu rentres dans la douleur, quoi. Je sais pas, on avait, Ouais. ouais, et en fait, tu recommences ton rythme déjà crevé alors que t'es parti en vacances. C'est ça qui est un petit peu dommage. Cette année, on a essayé la mélatonine, donc ça, c'est pas pour les enfants, c'est pour les adultes. C'est la première fois qu'on en prenait et j'ai trouvé que ça marchait quand même très bien. C'est des plantes. C'est quoi le principe? Je saurais pas vraiment te dire précisément, mais c'est des plantes, donc il n'y a aucune accoutumance. Et c'est vraiment une molécule qui est connue pour aider les gens à se remettre du décalage horaire. Je sais que tous les gens qui travaillent dans le transport aérien en prennent souvent. Bon, et ça t'aide à dormir, en fait, ça t'aide à te recaler. Tu dors super bien. Alors, tu es quand même fatigué la journée parce que tu es quand même en décalage horaire, c'est-à-dire que ton corps, il a quand même envie de dormir parce qu'il croit que c'est la nuit alors que tu es réveillé. Mais tu t'en remets quand même bien plus vite. Enfin voilà, moi j'avoue que c'était un premier essai qu'on reprendra. Alors pas forcément, enfin nous on n'en a pas pris en Colombie parce que tu es en vacances et que voilà. Mais on aurait pu aussi. On en a pris au retour. Ouais, donc t'as vraiment trouvé que c'était efficace. Hyper efficace. Tu passes pas parce que souvent ce qui est pénible avec le décalage horaire, c'est que non seulement tu dors pas la nuit, mais du coup c'est très énervant quoi. Tu t'énerves parce que tu n'arrives pas à dormir. Là au moins tu dors la nuit en fait. Donc t'as pas ce côté énervant. Tu te lèves pas avec l'impression d'être énervé contre toi-même toute la nuit. T'es pas usé nerveusement quand tu te lèves.
Ça, c'est un bon plan, je connaissais pas du tout. Est-ce que tu peux nous partager ta destination de rêve? Alors, je ne sais pas s'il y en a qu'une seule, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cet été, on a rencontré beaucoup de gens. C'est marrant, c'était comme un appel. On a eu l'impression que c'était un appel du pied. On a rencontré énormément de gens qui avaient été au Brésil ces dernières années et qui ont tous, de manière unanime, trouvé que c'était une destination fantastique. Alors, à la fois pour ce qu'on y voit, sûrement, mais ils revenaient plutôt tous sur la mentalité des Brésiliens, sur leur manière positive de voir la vie. Ils ont tous pris des leçons de vie, en fait, de positivisme, de joie. Et voilà, du coup, j'avoue que comme nous, on aime aussi beaucoup, avant tout quand on voyage, rencontrer les gens, enfin avoir ces partages-là, et qu'on aime beaucoup rire, et qu'on est plutôt des gens, enfin voilà, c'est un peu aussi notre manière d'aborder la vie, je crois, d'essayer d'être toujours positif. Je me dis qu'on a peut-être beaucoup de choses à apprendre des Brésiliens quand même, ou à partager avec eux, et ça pourrait peut-être être la destination de l'année prochaine sur Voyage Family. Je sais pas, mais en tout cas, ils nous ont vraiment tous fait envie avec cette destination. Et puis, je suis nouvellement aussi marraine d'une association qui s'appelle Vision du Monde, qui fait du parrainage d'enfants. En fait, l'idée donc du parrainage d'enfants, c'est de parrainer un enfant, mais il n'y a pas que cet enfant-là qui est aidé, il y a 4 autres enfants en fait de sa communauté, de son village, de l'aider à mieux grandir et donc de lui donner tout ce qui va lui permettre de mieux grandir, c'est-à-dire un accès à l'éducation, un accès à l'eau potable, un accès à une meilleure alimentation, l'aider à bien comprendre quels sont ses droits et à les faire valoir. Enfin voilà, tout ce qui fait qu'un enfant, les besoins minimums en fait des enfants. Et quand on parraine, on donne donc 30 € par mois à cette association qui va mettre en place tout ça sur le long terme pour que l'enfant puisse grandir normalement. Et nous, ce qui est sympa, je trouve, dans le parrainage, au-delà du don, c'est qu'on a la possibilité d'échanger avec son filleul. On crée une vraie relation sur le long terme avec un enfant. Donc nous, on parraine Moni, qui est une petite fille qui habite au Cambodge, qui a 7 ans. Et donc effectivement, pendant les vacances, j'ai pris du temps pour expliquer aux enfants ce que c'était que le parrainage d'enfants, ce que ça voulait dire que d'être enfant au Cambodge, pourquoi c'est important d'aider Moni, etc., etc. Donc il y a aussi toute une éducation à la solidarité que je trouve passionnante. Et puis je leur ai demandé du coup d'écrire la première lettre à Moni pour que eux puissent se présenter. Donc bien sûr c'est moi qui donne les sous, mais l'idée c'est que ce soit les enfants qui soient acteurs de cette action, enfin de ce don en fait, de ce parrainage d'enfants. Et j'aimerais beaucoup, si les choses prennent, c'est pas une obligation du tout, mais si les enfants se prennent au jeu et que on arrive à créer une jolie relation avec Moni, ça serait vraiment de pouvoir aller au Cambodge, la rencontrer, visiter son village. Ouais, ça serait vraiment chouette. Et puis par ailleurs, le Cambodge, ça fait très longtemps qu'on veut y aller, mais d'y aller sous ce prisme-là aussi, ça serait un chouette moment, je pense, sans avoir l'impression voilà, il y a aussi plein de tourisme humanitaire qui est un peu à bannir à mon sens, mais j'en parle d'ailleurs aussi sur le blog. Il y a vraiment de tout en fait dans le tourisme humanitaire. Là, c'est un petit peu différent, c'est qu'on a créé pendant 2 ans, 3 ans, je sais pas, en tout cas du temps, on a créé une relation avec une personne. Et là, on décide d'aller la rencontrer parce que les liens sont tissés et qu'on a l'opportunité d'aller la voir. Et du coup, quand même, de voir de se rendre compte de ce qu'elle vit au quotidien, de se rendre compte de ce que ça veut dire que donner 30 € à une association qui elle-même va mettre en place des choses sur le terrain. Donc, on peut aller voir concrètement l'aide au développement réalisée par l'association. Enfin voilà, je trouve que ça a vraiment du sens et donc voilà, le Cambodge, pourquoi pas aussi. Mais en vrai, moi, il y a aussi plein d'endroits en France qui me font rêver. Je viens d'emménager il y a pas longtemps dans la région lyonnaise. On n'a jamais eu l'occasion d'aller en Ardèche, c'est à 2 pas de chez nous. Je rêve d'aller mieux découvrir l'Ardèche, je rêve d'aller en Lozère. Ouais, les destinations qui me font rêver, il y en a plein. Elles sont à la fois à côté de chez moi. Enfin, disons que sur un même plan, je dirais.
je passerais bien du temps en Ardèche à faire plein de sports outdoor. Mais justement, par rapport au tourisme humanitaire, je pense que ça se développe aussi beaucoup. C'est à la fois dans l'idée de vouloir faire, on va dire, une BA. Qu'est-ce que toi tu recommandes par rapport à ça, par rapport à ton expérience? Déjà, je recommande de bannir purement et simplement tout ce qui, enfin toutes les associations qui proposent d'aller travailler dans des orphelinats, parce que ça paraît être le plus naturel quand on a des enfants que d'aller dans un orphelinat. Il faut bien se rendre compte que les enfants qui sont dans ces orphelinats, c'est des enfants qui ont été abandonnés. Euh, Ils sont placés là parce qu'ils n'ont plus de parents. Et que si c'est pour voir débouler toutes les semaines des nouvelles têtes de gens qui vont faire 2-3 sourires et qui ensuite vont partir, c'est exactement l'inverse de ce dont ces enfants ont besoin. Ils ont besoin de repères, ils ont besoin de repères dans le temps, voilà. Donc, je trouve que c'est, enfin, il y a peut-être d'autres associations où notre impact quand on part n'est pas grand, mais au moins on fait pas de mal. Je pense que quand on part dans des orphelinats, on fait du mal. Donc ça, vraiment, il faut fuir, quoi. Alors oui, c'est plus sympa pour nos enfants de partir dans un orphelinat parce qu'ils auront des copains que d'aller construire une barrière dans des barrières ou des écoles. Enfin, je pense aux barrières parce qu'il y a un programme auquel je pense qui est au Sri Lanka pour travailler dans un parc naturel en fait. Bon, c'est moins rigolo, mais faut pas se tromper. Encore une fois, là, faut pas non plus se tromper d'objectif et de combat. Donc voilà, donc moi j'ai eu la chance d'aller tester l'offre d'une agence de voyage en fait qui s'appelle Double Sens, qui est spécialisée dans le tourisme solidaire. Donc l'idée c'est vraiment de mixer l'investissement dans une association locale qui voilà, alors chaque pays son projet, hein, ça peut être peindre les murs d'un village, ça peut être travailler dans un parc naturel pour voilà, créer les infrastructures pour les animaux. Enfin, voilà, enfin, à chaque pays son association, à chaque pays son prisme, enfin son besoin en fait. Mais et il y a une partie qui se passe comme ça, et puis il y a une partie en mouvement où on est en voyage, en itinérance, mais où on dort chez l'habitant. Alors voilà, c'est un tourisme. Tout le monde n'a peut-être pas envie de ça parce que c'est engageant. On dort chez l'habitant, donc il y a peu de. Il y a moins de confort et. Moins de confort, ça c'est évident. Mais du coup, l'agence Double Sens, il y a vraiment cette idée de double sens, c'est-à-dire que on prend beaucoup de tous les gens qu'on rencontre sur place. Et puis nous, en tant que Français, on a aussi beaucoup à apporter dans l'aide manuelle qu'on peut amener pendant qu'on est concrètement travailler dans l'association, mais aussi dans le nouveau. Enfin voilà, quand on voyage, on apporte aussi notre regard de français sur les choses. Et de parler avec nous, ça les aide, ça aide aussi les gens. Donc c'est vraiment important de rentrer en contact avec la population pour avoir ce double échange en fait. Et quand on voyage au plus près de la population locale, et ben on a vraiment l'opportunité d'avoir ce double échange en fait. Est-ce que tu penses que le voyage en famille a sa place vraiment dans ce type de voyage? Honnêtement, après ça dépend de l'âge des enfants. Ça dépend de l'âge des enfants, c'est-à-dire que typiquement, on peut aussi se poser la question de comment intéresser des gamins qui vont avoir 15 ans et qui préféreraient faire autre chose que de partir en tête à tête avec ses parents. Voilà, enfin, c'est sûr qu'à l'âge, par exemple, des tiens, ils sont peut-être un peu petits. À partir de 10-11 ans, elle peut quand même y trouver son compte. Qu'est-ce que tu auras à nous dire pour le petit mot de la fin? Le petit mot de la fin, c'est qu'il faut, voilà, que moi je pense que c'est vraiment chouette d'avoir ce goût du voyage en famille, de le transmettre à nos enfants, parce qu'encore une fois, ça boucle avec ce qu'on disait au début. Je trouve que le voyage, quoi qu'on en dise, ça formera. Si on voyage, ça dépend comment on voyage, je me suis dit, mais voilà, on formera quand même globalement des citoyens. Les citoyens en tout cas ouverts, tolérants et même
peut-être plus entrepreneurial, parce que ce qu'on disait tout à l'heure, je trouve que ça donne quand même des gamins qui ont plus confiance, je trouve que ça stimule vraiment. Et que voilà, on a besoin de citoyens comme ça dans la société d'aujourd'hui qui se replient sur elles-mêmes. Et juste pour rebondir aussi sur ce qu'on disait sur la partie écologie, moi je suis en train de réfléchir à un article dans ce sens, c'est-à-dire que enfin moi je reçois des messages en me disant que je suis inconsciente de partir aussi loin dans le monde pour des problèmes de bilan carbone. Je le comprends tout à fait. En revanche, à l'inverse, moi, je refuse une société où on serait obligé de vivre replié sur soi-même à 20 km de chez soi. Et que il y a voyage et voyage, c'est-à-dire que si on voyage pour aller se poser les fesses sur la plage sans sortir de son hôtel pendant 10 jours à Maurice ou ailleurs, hein, peu importe, peut-être qu'effectivement ça n'a pas beaucoup de sens et que voilà. En revanche, si on part pour avoir un impact économique positif au sein des populations locales, si on part pour partager avec les gens, quand je dis partager, je reviens vraiment là-dessus, c'est-à-dire que je prends conscience de plus en plus qu'ils ont autant de bonheur à écouter ce qu'on a à leur dire de notre pays que nous de prendre ce qu'ils ont à nous donner. Encore une fois, sur la Colombie cet été, il y a plein de gens qui m'ont dit que ça leur faisait du bien de voir que il y a des pays où on a le droit à la liberté en fait. C'est possible, on a le droit de la demander cette liberté. C'est un droit, voilà. Donc si on voyage dans ces conditions-là, c'est génial et on forme nos gamins à être des citoyens super et c'est du coup à la fois un bon moment en famille, à la fois des bonnes choses pour l'éducation de nos enfants. Donc continuons à tous à prendre du plaisir à voyager bien, à avoir conscience quand même de l'impact environnemental et économique qu'on peut avoir. Donc, il faut bien le faire, mais continuons à le faire et refusons. Moi, je trouve ce diktat, qui est dicté quand même par un vrai problème écologique. Mais moi, je veux pas qu'on me dise d'arrêter de voyager parce que je pense que ce serait vraiment très triste. Donc voilà, je sais pas si c'est un peu, il y aurait de quoi faire un podcast en entier sur ce sujet-là. Je vais me prendre une tombée de foudre sur la tête en disant ça. Mais voilà, moi j'ai envie de continuer à y croire quand même. Avec toi, je pense qu'il y a pas seulement l'empreinte carbone laissée par l'avion quand tu vas dans un autre pays, il y a aussi tout ce que tu fais sur place. Et il y a aussi tout ce que tu fais tout au long de l'année qui importe. Si tu fais un voyage par an, un grand voyage par an, mais si tout au long de l'année tu prends jamais ta voiture, tu consommes correctement, tu vas pas passer tes week-ends chez H&M, etc. Là, il y a une vraie cohérence au final. Donc je suis tout à fait d'accord. C'est un très bon mot de la fin. Et si un jour tu veux reparler du sujet du voyage écologique, etc. Écoute, je vais avancer sur mon dossier et puis on en reparlera. Tu le liras et puis tu me diras ce que t'en penses. Ouais, avec plaisir. C'est un sujet c'est aussi pareil, sur lequel ça me tient à cœur et donc ça pourrait être très intéressant d'échanger sur le sujet. Je te remercie Caroline d'avoir répondu à mes questions. C'était un honneur de t'écouter. C'était très intéressant et très enrichissant. J'espère que ça va aider bon nombre de parents à sauter le pas de faire un premier grand voyage grâce à tes conseils. Donc je te remercie beaucoup. Je mettrai dans l'article tous les liens en fait dont tu nous as parlé pour qu'on puisse avoir toutes les informations sur le blog. Je te remercie Caroline. Je te dis à bientôt et puis bon prochain voyage. Merci, à bientôt. À bientôt.